Je ne sais pas vous, mais il y a dans ce monde de grandes énigmes qui m'intriguent. Et l'une d'elles concerne le tueur du Zodiac. Ce tueur en série a assassiné 5 personnes à la fin des années 60 en Californie et n'a à ce jour toujours pas été identifié. Une de ses particularités est qu'il a envoyé pas moins de 16 lettres à la presse en donnant des détails sur les différents meurtres qu'il avait perpétrés et en se vantant d'être toujours libre. Parmi ces lettres, 4 cryptogrammes avaient été envoyés. Et jusqu'à récemment, 3 de ces 4 cryptogrammes n'avaient toujours pas été élucidés, alors même qu'il disait y avoir caché son identité. Allez, on va plonger dans cette grande énigme et voir un petit peu à quoi ressemble toute cette histoire. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vous donnerai la solution de l'énigme de la semaine dernière et où j'aurai un petit cadeau pour vous. Quand on parle d'énigmes, on pense tout de suite aux escape games, aux chasses au trésor ou aux jeux vidéo. Mais dans cette nouvelle série de vidéos, je vous propose de parler de grandes énigmes, celles du monde réel. Et parfois, elles peuvent être assez sinistres, comme dans le cas du tueur du Zodiac. Les meurtres du Zodiac. Le Zodiac a tué 5 personnes à la fin des années 60 aux États-Unis, même s'il a revendiqué 37 victimes au total. Il n'est clairement pas le tueur en série le plus meurtrier de l'histoire, mais il est certainement l'un des plus énigmatiques puisque son identité reste encore inconnue à ce jour. Ces meurtres ont commencé avec un jeune couple le 20 décembre 1968. Betty Jensen et David Faraday, 2 jeunes gens de 16 et 17 ans, se trouvaient dans leur voiture ce soir-là. Ils avaient dit aux parents de la jeune fille qu'ils allaient à un concert de Noël, mais sont finalement allés au bord du lac, petit spot sympa si on veut pécho. À 23h30, ils sont tous deux assassinés avec un pistolet. L'enquête ne donnera malheureusement aucune piste sérieuse. 7 mois plus tard, le 4 juillet 1969, Darlene Ferrin et Michael Mageau étaient de sortie dans la voiture de Michael. Ils s'étaient garés sur le parking du golf de Blue Rock Springs, dans la ville de Valero, située à peine à 6 km du site du précédent meurtre. Peu avant minuit, le couple aperçoit une autre voiture qui s'approche de la leur sur le parking avant de repartir aussitôt. 5 minutes plus tard, la même voiture revient et se gare juste derrière eux. Les phares toujours allumés, un homme sort du véhicule et s'approche doucement de la voiture du jeune couple. Pensant à un contrôle de police, le couple commence à chercher leurs papiers d'identité. L'homme qui s'approchait, qui les éblouit avec une lampe torche, leur tire alors 5 balles dessus, avant de rejoindre son véhicule. Entendant Michael gémir, le tueur revient sur ses pas et tire 2 balles supplémentaires sur chacune des 2 victimes. Malgré tout, Michael a survécu et a pu donner à la police une description du tueur. Il le décrit comme étant de taille moyenne, brun, avec des lunettes et plutôt baraqué. C'est suite à cette dernière attaque que le Zodiac va commencer à envoyer des lettres à 3 journaux californiens contenant notamment des cryptogrammes. Mais on va y revenir. C'est le 27 septembre 1969, presque 4 mois plus tard, au lac Berryessa, à plus de 70 km du précédent crime, que le Zodiac attaque à nouveau. Cecilia Shepard et Brian Hartnell étaient tranquillement en train de pique-niquer le soir au bord du lac, quand un homme d'environ 1m80 s'approche. Il portait une capuche noire très ample et avait sur son torse un symbole qui deviendra plus tard la signature du Zodiac, un rond barré d'une croix. La signification de ce symbole n'a jamais été établie avec certitude, mais beaucoup pensent que cela représente la mire d'une lunette de fusil. L'homme explique au couple qu'il vient de s'évader de prison. Il leur demande alors de l'argent et leur voiture afin de fuir vers le Mexique. Il demande ensuite à Cecilia d'attacher Brian avec des liens qu'il avait lui-même apportés. Le tueur attache ensuite Cecilia, avant de poignarder les 2 victimes à de multiples reprises. En partant, le tueur inscrit sur la voiture de Brian son symbole, le lieu et les dates de ses précédents meurtres et la date du jour. Il appelle ensuite la police pour signaler un double meurtre dont il se dit être à l'origine, puis il disparaît. Cette description des faits a pu être donnée par Brian Hartnell qui a miraculeusement survécu aux 10 coups de couteau qu'il a reçus, contrairement à sa compagne, Cecilia Shepard, qui est décédée 2 jours plus tard de la suite de ses blessures. Son dernier meurtre avéré a eu lieu le 11 octobre 1969, soit à peine 2 semaines après les événements du lac Berryessa. Paul Stein, un conducteur de taxi, prend un homme blanc à San Francisco pour un trajet de 6 km. Arrivé à destination, le conducteur recevra une balle à l'arrière de la tête avant de se faire voler son portefeuille, ses clés et de se faire déchirer un bout de sa chemise ensanglantée. 3 adolescents qui se trouvaient à proximité ont pu observer la scène aux alentours de 22h et ont appelé directement la police alors que le passager était en train de nettoyer ses traces dans la voiture. Une patrouille arrive rapidement sur la scène de crime et en chemin croise un homme blanc d'environ 1m75 qui part dans la direction opposée. Malheureusement, à cause d'une mauvaise compréhension à la radio, les policiers étaient à la recherche d'un homme noir et ont donc laissé filer le potentiel tueur. Ils ne le retrouveront jamais. Toutefois, c'est grâce à la description donnée par les 3 adolescents que la police a pu établir un portrait robot du tueur qui est assez connu aujourd'hui. Ce meurtre, assez différent des autres, sera d'abord perçu comme un vol qui a dégénéré. Mais 2 jours après les faits, le San Francisco Chronicle recevra une lettre signée de la main du Zodiac qui revendique ce meurtre.
La lettre contient même une preuve qui ne permet plus aucun doute quant à l'identité de l'auteur du crime. Le morceau de chemise ensanglantée déchiré de Paul Stine. Allez, trêve de détails un peu gore, on va maintenant s'intéresser aux lettres envoyées par le Zodiac et plus particulièrement à ses cryptogrammes. La première lettre est le Z408. Comme je vous l'ai dit, c'est suite au 4 juillet 1969 que le Zodiac enverra 3 lettres à des journaux californiens. Le Valero Times Herald, le San Francisco Chronicle et le San Francisco Examiner. Ces lettres revendiquent les meurtres du 20 décembre 1968 et du 4 juillet 1969 et contiennent chacune un tiers d'un code de 408 symboles qui, selon le tueur, permettrait de révéler son identité. Ce cryptogramme a été nommé Z408 en référence au nom du Zodiac et des 408 caractères qui le composent. Il a été décodé par Donald et Betty Harden, un couple d'enseignants, en à peine 20 heures. Ce premier code était constitué d'un alphabet de 54 symboles différents, ce qui veut dire que plusieurs symboles correspondent à une même lettre de l'alphabet. On appelle ça une substitution homophonique. Ça permet de remplacer chaque lettre de l'alphabet par plusieurs symboles de substitution, ce qui empêche un décryptage par une analyse de fréquence. Pour faire simple, l'analyse de fréquence consiste à regarder la fréquence d'apparition d'un symbole dans un texte codé pour en déduire une correspondance avec une lettre de l'alphabet. En effet, des études ont montré que dans un texte en français, le E représente en moyenne 17,3% du texte, le A 8,4%, le S 8,1%, etc. Ça dépend bien évidemment de l'origine du texte et de son niveau de langue, mais ça donne déjà une petite idée. Et du coup, remplacer une lettre par plusieurs symboles permet d'éviter de voir son code craquer par une analyse de fréquence. Bah oui, si un A est codé par 3 symboles différents, difficile de faire une analyse de fréquence avant de savoir à quelle lettre correspond chaque symbole. Pour déchiffrer ce message, le couple d'enseignants est parti du constat que si le tueur envoyait des lettres à la presse, il y avait fort à parier qu'il soit assez arrogant, et donc qu'il commencerait sa lettre par I ou je en français. Ils ont aussi fait l'hypothèse qu'il y aurait le mot kill ou killing dans le texte. En cryptanalyse, on appelle ces mots ou ces bouts de phrases des cribs. En gros, ce sont des portions de texte qu'on a la quasi-certitude de trouver et qui donnent un point de départ à la traduction du code. C'est notamment l'utilisation de ces cribs qui a aidé à déchiffrer les messages envoyés via la machine Enigma lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Leur hypothèse sur les cribs était bonne puisqu'après déchiffrage, ils ont vu que la première phrase était « I like killing people because it is so much fun ». Ce qu'on pourrait traduire par « J'aime tuer des gens parce que c'est tellement amusant ». Le message Z408 avait une autre faiblesse. La substitution homophonique utilisée est cyclique. Comme on l'a dit, plusieurs symboles renvoient à une même lettre de l'alphabet. Mais comment le Zodiac détermine-t-il quel symbole utiliser pour cette même lettre ? On l'a vu, dans son code, un A peut être codé par ces 3 symboles différents. Ce que le tueur a fait, c'est qu'à la première apparition du A dans le texte codé, il l'a remplacé par le symbole de triangle pointé. À la deuxième occurrence du A, il le remplace par le symbole en forme de G. À la troisième apparition du A, il le remplace par le symbole en forme de S. À la quatrième occurrence, on revient sur le triangle pointé et ainsi de suite. La substitution est donc cyclique, il ne prend pas un symbole au hasard à chaque fois parmi ces 3-là pour coder le A. Cela facilite donc le déchiffrement du code. C'est donc en une vingtaine d'heures que le couple d'enseignants a pu déchiffrer l'entièreté du message. Malheureusement, pas d'informations quant à l'identité du Zodiac, le texte est rempli de phrases qui font froid dans le dos. Mais une autre lettre intéressera bientôt les enquêteurs et sera bien plus difficile à déchiffrer. 8 novembre 1969, le Z340. C'est donc un mois après son dernier meurtre que le Zodiac enverra une lettre à la presse accompagnée d'un code, le Z340. Ce cryptogramme est constitué, comme son nom l'indique, de 340 symboles. Au total, c'est un alphabet de 63 symboles uniques qui est utilisé contre 54 symboles pour le premier code, augmentant du coup un peu la difficulté, mais le pire ne réside pas là. D'une part, les substitutions utilisées dans le Z340 sont différentes de celles du premier code. Bah ouais, ce serait trop facile sinon. Du coup, il faut repartir de zéro et définir à quelle lettre renvoie chaque symbole. D'autre part, aucun message ne semble apparaître suite à de nombreux essais de décryptage. L'hypothèse la plus probable est donc qu'il y a une méthode supplémentaire qui a été ajoutée en plus de la substitution. Ce code résistera aux autorités et aux cryptanalystes amateurs pendant plus de 50 ans, pour finalement être craqué le 5 décembre 2020 par une équipe de 3 chercheurs amateurs. Cette équipe est composée de David Orenschak, un développeur informatique américain, de Jarl van Eyck, qui est un programmeur belge, et de Sam Blake, un mathématicien australien. Ils ont travaillé depuis 2006 sur la résolution de ce mystère avant de trouver la solution il y a 2 mois à peine. Pour ce faire, Jarl van Eyck a codé un logiciel nommé AZ Decrypt qui permet de faire de la cryptanalyse de façon automatique. Le logiciel repose sur l'utilisation de dictionnaires de mots courants, de cribs et sur la force brute.
Quand je parle de force brute, c'est le fait de tenter des milliers de possibilités pour espérer tomber sur la bonne réponse. C'est comme si je cherchais un mot de passe que je ne connais pas. Je pourrais d'abord tenter tous les mots de la langue française, puis toutes les combinaisons de mots, puis des combinaisons de mots et de chiffres, etc., etc. Bien sûr, plus le mot de passe est long, plus ça devient compliqué, et si en plus on commence à insérer dedans des symboles avec plus de chiffres, etc., et que les mots ne sont même pas français, ça devient quasiment impossible. Mais du coup, grâce à ce logiciel, ces 3 chercheurs vont pouvoir tester des milliers de substitutions différentes et s'apercevoir qu'aucun message n'en ressort. À partir de ce moment-là, leur hypothèse est donc que le texte a dû subir une transformation avant d'être chiffré. Ces transformations peuvent être très variées. On pourrait très bien lire le texte une lettre sur 2 ou une lettre sur 3, ou on pourrait lire le texte aussi en spirale en partant du centre, ou en spirale en partant d'un angle, ou alors on pourrait lire la première lettre, puis la dernière, puis la deuxième, puis l'avant-dernière, etc., etc. Bref, on peut vraiment transformer un texte de centaines de milliers de manières différentes. Au total, ils vont tester plus de 650 000 transformations différentes et étudier leurs résultats un par un avant de tomber sur une piste prometteuse. Avec l'une de ces transformations et avec l'aide du logiciel EasyDecrypt, ils ont obtenu ce résultat. Cette transcription a attiré leur attention grâce aux mots « Hope you are »,« Trying to catch me » et « Or the gas chamber ». La transformation utilisée pour obtenir ce résultat était de commencer par diviser le message en 3 blocs. Le message original était constitué de 20 lignes et de 17 colonnes, pour un total donc de 340 caractères. Ils ont donc séparé le message en 2 blocs de 9 lignes et de 17 colonnes, et un dernier bloc de 2 lignes et de 17 colonnes. Ensuite, la lecture se faisait en suivant les mouvements d'un cavalier aux échecs. Une case vers le bas, 2 cases vers la droite. En réordonnant le texte crypté en suivant les mouvements du cavalier et en utilisant les crypts qu'ils avaient précédemment trouvés comme « Hope you are », ils ont pu obtenir ce message pour le premier bloc. Et je vais m'essayer à une petite lecture. I hope you are having lots of fun in trying to catch me. That wasn't me on the TV show, which bring up a point about me. I'm not afraid of the gas chamber, because it will send me to pay all the. À partir de ce moment-là, et grâce à la phrase That wasn't me on the TV show, ils ont compris qu'ils touchaient au but, car le code avait été reçu par la presse le 8 novembre 1969, soit 2 semaines après la diffusion d'un show télé américain, où quelqu'un qui prétendait être le Zodiac avait appelé en direct et où il disait « I need help, I'm sick, I don't want to go to the gas chamber ». If it all boils down to the question of you're giving yourself up if you could be assured that you wouldn't get capital punishment for myself. I don't want to give myself up. Huh? I want to kill those kids. Or, le message qu'ils ont décodé parle bien de shows télévisés et de chambres à gaz. Bonne piste donc. En appliquant la même méthode pour le deuxième bloc, ils ont trouvé ce texte. Ici, même si le texte général n'a pas de sens, quelques mots ressortent, comme because, have enough slave, where, everyone, he has nothing when they reach paradise et afraid of. Sentant qu'ils sont proches de la solution, ils ont émis l'hypothèse que le Zodiac avait peut-être fait une erreur lors de la transcription du texte clair vers le texte codé. Une petite boulette quoi, ça peut arriver à tout le monde, même au meilleur. Hein. Après quelques tests, ils se sont aperçus qu'une ligne avait été décalée d'un caractère vers la gauche, ce qui foutait un peu le bordel dans tout le message. Et après correction de l'erreur, voilà le message obtenu. Sooner, because I now have enough slaves to work for me, where everyone else has nothing when they reach paradise. So they are afraid of death, and I am not afraid because I know that my new life is. Ce qui, mis à part l'accent anglais, a beaucoup plus de sens. Il ne leur reste alors plus que le dernier bloc de 2 lignes à déchiffrer. En utilisant la même clé de transcription que précédemment, ils obtiennent ce texte. On voit apparaître des mots comme I will, easy et death. En y regardant plus près, on voit également apparaître des mots à l'envers comme paradise. Il faut savoir que le Zodiac écrivait dans ses différentes lettres le mot paradise avec un C, ce qui est cohérent avec ce message. En mettant les mots dans le bon sens et en insérant des espaces entre eux, ils ont réussi à obtenir ce message qui est beaucoup plus clair. Life will be an easy one in paradise, death. En réunissant les 3 blocs, ils ont réussi à obtenir le texte suivant dont je vais vous épargner la lecture en anglais. De rien, ça me fait plaisir. En m'essayant à une traduction, ça pourrait donner ça. J'espère que vous vous amusez bien à essayer de m'attraper. Ce n'était pas moi à la télé. Ce qui amène un autre point à mon propos. Je n'ai pas peur de la chambre à gaz. Parce que je monterai au paradis d'autant plus vite. Parce que j'ai maintenant assez d'esclaves pour travailler pour moi, alors que personne n'a rien lorsqu'il atteint le paradis. Alors, ils ont peur de la mort. Je n'ai pas peur parce que je sais que ma nouvelle vie est la mort. La vie sera facile au paradis. Avouez que ça fait quand même un peu froid dans le dos. David Oranchak, Yal Van Eyck et Sam Blake ont soumis cette transcription au FBI le 5 décembre 2020.
Et quelques jours plus tard, le FBI a validé ce décodage. Le Z340 aura donc résisté pendant 51 ans aux enquêteurs et aux cryptanalystes amateurs. Au total, ce sont donc 2 des 4 codes du Zodiac qui ont été craqués. Mais qu'en est-il des 2 derniers? Le Z13 et le Z32 resteront à jamais un mystère. 2 autres codes ont été envoyés par le Zodiac à la presse. Le Z13, constitué de 13 symboles, et le Z32, constitué de 32 symboles. Je suis sûr que vous l'aviez. Le Z13 a été envoyé le 20 avril 1970 accompagné d'une lettre. Ce qui est intéressant ici, c'est que le code est précédé par la phrase « My name is », ce qui sous-entend que le code, une fois déchiffré, nous révélerait l'identité du tueur. Le Z32, lui, a été envoyé le 26 juin 1970, dans une lettre où le Zodiac expliquait qu'il avait caché une bombe destinée à faire exploser un bus scolaire. La lettre était accompagnée d'une carte qui, après déchiffrement, devait révéler l'emplacement de la bombe. Ces 2 codes réutilisent les symboles qu'on a pu voir dans les 2 autres cryptogrammes. Mais ici, leur difficulté réside dans le fait qu'ils sont très courts. Bien évidemment, les méthodes de transcription précédemment utilisées n'ont donné aucun résultat. Le fait que les codes soient courts entraîne un bon nombre de faux positifs. Dans le Z340 qui a été déchiffré en décembre 2020, le premier bloc de 9 lignes contenait déjà la totalité des 63 caractères de l'alphabet du Zodiac. Ça facilitait la résolution car une hypothèse sur un caractère se répercutait à beaucoup d'endroits dans le texte et pouvait donc apparaître plus facilement comme pertinente ou non. Avec un code très court comme ici, il est quasiment impossible de savoir avec certitude à quelle lettre correspond chaque symbole. Pour le Z13 par exemple, il y a déjà des dizaines de solutions potentielles qui ont été proposées, comme Sgt Pepper ou Alfred E. Neumann, qui sont tous 2 des noms issus de la culture populaire américaine. D'autres chercheurs y voient des phrases courtes comme A World War II Korea Name ou No Name, No Name. Malheureusement, rien ne nous permet de favoriser une réponse plutôt qu'une autre, et il faudrait donc que le Zodiac nous donne lui-même un indice sur ses propres codes pour nous aider à les déchiffrer. Ces 2 codes risquent donc de rester non résolus à jamais. Je vous invite vivement à aller voir les vidéos de David Oranchak, un des 3 chercheurs qui ont réussi à craquer le code du Zodiac, où il explique sa solution et son cheminement en détail. Je vous mets un petit lien dans la description. Et si ça vous a donné envie de regarder toute cette histoire un petit peu plus en détail, il y a des tonnes de sites qui foisonnent sur le net avec plein d'informations. Vous pouvez y retrouver notamment les scans originaux des lettres du Zodiac, des articles de presse de l'époque, etc. Je vous mets quelques petits liens pareil dans la description. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo où je vous parlerai de la machine Enigma, qui avait été utilisée par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale pour chiffrer leur communication. Allez, je vous propose maintenant la solution de l'énigme de la semaine dernière et comme d'habitude la solution détaillée en suivant un lien dans la description. Et puisqu'on a essentiellement parlé de cryptographie, un petit exercice à résoudre chez vous. Je vous donne quand même un petit indice, ça a un lien avec le Zodiac. D'ailleurs, puisque les énigmes vous intéressent, j'ai créé un site, chronos-inc.fr, sur lequel vous pourrez jouer un jeu d'énigmes en temps limité. La prochaine session de jeu démarre le 20 février à 21h précise, et le principe est simple. Au démarrage du jeu, vous recevrez une série de 3 énigmes et vous aurez 72 heures pour les résoudre. Si vous y parvenez, vous débloquerez la série suivante et encore une fois 72 heures pour les résoudre, etc. jusqu'à la fin du jeu. Au total, vous aurez 21 énigmes à résoudre sur 3 semaines. La première mission se déroule dans l'Italie du XVIe siècle à la poursuite de Léonard de Vinci. J'en profite pour vous donner un code promo qui vous permettra d'avoir 10% de réduction sur la prochaine mission. Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire, alors ne perdez pas de temps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la suite. Et n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour me donner votre avis ou ne serait-ce que la réponse de l'énigme de cette semaine. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!